Il n'y a pas de quoi déboucher le champagne vu comme ça. Cherchez pas ailleurs dans le budget. Là, ce cadeau-là provient en fait d'une seule mesure du budget ODES. C'est une déduction d'emploi de 500 $. Vous le savez, on a tous des dépenses parce qu'on travaille. Hein. Travailler, ça coûte cher. Ne serait-ce que d'acheter un stylo, des cravates ou un abonnement au journal. Eh bien, tout travailleur pourra, à partir de 2006, ajouter à sa feuille d'impôt une déduction de 500 $ par année. Une telle déduction existait déjà à l'époque de René Lévesque. Encore plus généreuse même, presque 1 000 $ à l'époque. Mais le libéral Gérard Lévesque, par la suite, l'avait abolie en 93, je pense. Et alors, là, M. Audet la ramène 500 $. Pour le reste, c'est un budget de 55 milliards de dollars, des dollars qui vont pour 60 % à la santé et à l'éducation. Pas de surplus, pas de déficit. Une dette, toutefois, qui continue de monter et dont les seuls intérêts grugent presque 13 % des impôts que nous payons chaque année. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est le ministre des Finances du Québec, M. Michel Audet. Bonjour, M. Audet. Bonjour, M. Dirigent. J'ai regardé les journaux de ce matin. Ils disent de votre budget qu'il est rigoureux, responsable, sans dérapage, compétent même. Oui. Mais terne, sans surprise et sans grande initiative. Lequel de ces qualificatifs? Alors, écoutez, je pense qu'il y en a, je peux le dire, il y en a pour tout le monde. Hein? Mais je voudrais corriger un petit peu la perception que les gens de la baisse de je ne sais pas combien, 33 sous par jour. Ce n'est pas la réalité des choses, étant donné que l'année dernière, et ça on l'oublie parce que les budgets se suivent, mais en fait, il faut les financer année après année. L'année dernière, mon prédécesseur, suite à la loi anti-pauvreté, a annoncé 1 milliard de retours nets aux familles québécoises. Les chèques partent, là, j'ai fait 2, j'en vois, là, tu sais, donc des chèques de 500 millions. Donc les vieilles mesures s'appliquent. Non, ça s'applique, mais il faut les financer. J'ai 1 milliard à financer de ça cette année. Donc, il faut ajouter ce qu'on fait à ces mesures-là. Donc, c'est ce milliard-là auquel on va ajouter 300 millions, donc, et plus l'indexation de l'impôt. N'oublions pas qu'on indexe l'impôt pour 250 millions. Donc, évidemment, il ne faut pas tomber dans la caricature. On a fait des baisses d'impôts très importantes. On a rejoint notre objectif à la moitié, de ramener notre fardeau fiscal des Québécois à la moyenne canadienne. On a fait la moitié du chemin et on est à mi-mandat. Donc, on est toujours sur notre cap mais en gros, là, les analyses des journaux, ce qu'ils disent, c'est que c'est un bon budget, mais terne. C'est un budget qui pas excitant. C'est un budget où on a essayé de mettre l'accent sur 2 choses. Centré sur le respect de nos engagements en regard de la santé, de l'éducation et des services publics de base, c'est très clair. Deuxièmement, tenter d'avoir des incitatifs pour créer de la richesse, particulièrement en région. Et ça, je pense que c'est très important. On ne peut distribuer que l'argent qu'on a. Si on veut en distribuer plus, il faut en produire plus. Et c'est pourquoi on a mis beaucoup l'accent sur, justement, des incitatifs pour faire plus d'investissements, créer plus d'emplois au Québec. OK, on s'arrête là pour le moment. Vous allez pouvoir échanger avec M. Audet. Il est là pour nous pendant toute la demi-heure. Je vais prendre vos appels et vos courriels. Donc, voici comment faire pour nous joindre. Par téléphone, si vous appelez de la région de Montréal, faites le 514-790-0060. De l'extérieur de Montréal, composez sans frais le 1866-790-0060. Par courriel, allez sur le site internet www.simondurivage.com et écrivez-nous vos questions et vos commentaires. Monsieur Audet, évidemment, depuis 2 ans que vous êtes au pouvoir, les libéraux, vous vous attendiez à ce qu'Ottawa reconnaissent enfin qu'il doit pas mal d'argent au Québec. Là. Puis ça marche toujours pas, cette stratégie-là. Et là, on voit Ottawa qui s'ouvre envers Terre-Neuve, envers la Nouvelle-Écosse, envers d'autres provinces, puis pas envers le Québec. Une nuance. L'année dernière, évidemment, il y a eu une entente importante sur la santé, ce qui nous permet d'ailleurs cette année d'avoir un budget plus facile, parce que vous savez que mon prédécesseur avait annoncé 1,6 milliard de difficultés là, à financer. On a réussi à le faire partiellement parce qu'il y a eu une bonne entente sur la santé, un arrangement sur la péréquation qui nous a permis quand même, pour cette année en tout cas, de trouver une solution raisonnable à notre financement. Cependant, c'est qu'au même moment, les transferts pour l'enseignement postsecondaire, les programmes sociaux, particulièrement à l'aide sociale, non seulement plafonnent, mais se trouvent à être réduits. Alors, conclusion, et en plus, il y a eu ces ententes, je veux dire, des ententes bilatérales avec d'autres provinces sur la péréquation qui dénaturent la péréquation. Mais, donc, on relance le débat de fond des discussions avec Ottawa cette année encore. Si Ottawa donnait au Québec ce qu'il devrait avoir normalement, vous auriez pu baisser les impôts d'1 milliard cette année comme vous on ne dirait pas qu'on voudrait baisser les impôts parce qu'on nous dirait, si vous voulez baisser les impôts d'1 milliard, c'est que vous n'en avez pas besoin. On aurait pu avoir un budget effectivement plus généreux à l'égard effectivement des contribuables et également peut-être se donner une marge de manœuvre qu'on n'a pas. On essaie, soyons clairs, de se recréer
créer une marge de manœuvre qui n'existe plus depuis des années dans les budgets des gouvernements. Et on le voit en santé, Oui, là. Vous annoncez hier, ça a l'air très beau, là, 826 millions de plus en santé. Mais ça, c'est 4,1 % de plus. Oui. Et vous, dans votre propre programme libéral, il y a 2 ans, vous disiez qu'il faut absolument mettre 5,1 % juste pour couvrir l'inflation dans le domaine de la santé. Vous mettez 4,1, c'est pas assez. C'est-à-dire qu'on va en ajouter, vous savez qu'on a mis en plus une réserve pour ensuite aux négociations collectives qu'on va faire parce que ce 4,1 dont vous parlez ne prévoit aucune augmentation pour l'équité salariale et les salaires qui sont prévus dans un autre poste. Obligé de le mettre Alors, on va le mettre quelque part. Donc, non, mais il est prévu dans une réserve. Donc, ça va remonter le total au niveau où on a prévu dans notre programme 5 points. Donc, on va respecter totalement nos engagements. Mais vous savez, quand les revenus augmentent d'à peu près 3 et vous en mettez 5,1 d'augmentation dans la santé, bien, il en reste moins pour les autres. Hein. Vous savez, il y a une équation très claire. Je reviens aux 500. Oui. On a parlé du budget de l'an dernier là, qui s'applique aussi cette année, mais le 500 $ de déduction d'emploi que vous nous offrez, là, merci beaucoup. Oui. Mais c'est moins que ce qu'on avait il y a 20-25 ans. Oui, bien écoutez, on aurait aimé le réintroduire à 1 000 $ et puis c'est pas exclu qu'on le fasse, mais on a commencé cette année avec une tranche de 500 $. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire un budget qui ne nous amenait pas dans des problèmes financiers. On a voulu faire un budget responsable, donc on savait que celui-là, on pouvait supporter ça, et faire vous savez, dépenser ou promettre de dépenser de l'argent qu'on n'a pas, ça nous a conduit jusqu'à présent à des problèmes importants. Alors, je veux ramener la situation financière du Québec à un niveau plus sain, et donc, on l'a fait dans la mesure de nos moyens, et vous savez qu'il y a des gens qui disaient, faites-en pas du tout, hein, beaucoup. Hein. Oui, non, alors, donc, on a trouvé une façon de faire en touchant les travailleurs et les travailleuses, les travailleurs autonomes qui n'avaient plus cette déduction-là, et je pense que c'était injuste pour eux. Alors, on l'a réintroduit. Bon, parce que reste la dette effectivement énorme, oui. 119 milliards, oui. C'est 13 % de nos impôts là, qui servent juste à payer les intérêts de la dette. Tout à fait. Et même avec un déficit zéro, elle va augmenter de presque 3 milliards cette année. Ben, écoutez, ce qu'on fait, c'est ceci, c'est qu'on augmente la dette actuellement que pour les immobilisations, les investissements qu'on fait dans les hôpitaux, qui restent. Il n'y a plus aucun emprunt qui se fait pour financer l'épicerie. C'est fini, ça fait longtemps. C'était ça. Il y en a eu beaucoup. On en a accumulé, vous savez, 40 milliards dans notre dette. Mais là, actuellement, il n'y en a plus du tout de ça. Ça, c'est clair. Donc, quand on fait un emprunt actuellement, c'est strictement pour des immobilisations. Il y a aussi, le gouvernement précédent empruntait aussi pour mettre de l'argent dans la Société générale de financement, dans toutes sortes de sociétés de risque sur lesquelles on a perdu cet argent-là. Donc, ça, la dette, elle a monté à cause de ça. Ouais. On a perdu 1 milliard dans la IGF. Alors ça a été emprunté. Alors moi, là, c'est pour ça qu'on me reproche d'avoir été plus rigoureux là-dessus, mais on dit la IGF doit s'autofinancer. C'est pas normal que les contribuables, parce que ce qui paye pour ça, c'est des services qu'on ne fait pas ailleurs. Donc, on dit, on a recentré l'État, et ça, très important, sur ses missions de base, et puis les sociétés d'État aussi, il y a eu un changement important dans la gouverne des sociétés d'État. OK, on s'arrête là, on fait une pause publicitaire. La parole est à vous tout de suite après, chers téléspectateurs. Commencez à nous appeler, à nous écrire. Vous allez pouvoir échanger avec le ministre Odette sur son budget d'hier. À tout de suite. Chez Sport Shawinigan, super vente printanière, des rabais de 10 à 50 $ sur tous les souliers sport Nike, ASICS, Puma et Merrell, sans exception. Aussi grand choix sur vêtements d'été, articles de sport et lunettes. Sport Shawinigan, 5e rue Shawinigan. C'est avec toi? Le lunch est compris pour eux et non pour la famille. Et vous, on vous donne rien, monsieur? Non. Zéro? Ils donnent 13 cents du kilomètre seulement. 13 cents au lieu de 32. Pourquoi, monsieur Odette? Alors, écoutez, c'est une question certainement que je vais fouiller davantage, mais je ne sais pas si vous avez vu quand même ce que j'ai annoncé hier pour les aidants naturels, justement comme vous. Parce que il y a 80 000 personnes qui vont être touchées par les changements d'hier, auxquels j'ai ajouté 43 millions, dont on parle peu, mais qui sont très importants pour les aidants naturels et les personnes handicapées précisément. Alors, on a introduit un crédit d'impôt pour les couples, pour les gens à faible revenu, justement, qui prennent soin de leur enfant handicapé. Et le soutien additionnel qu'on va donner par ça, c'est un crédit d'impôt remboursable de 1 000 $ par année, justement pour tenir compte des frais dont vous parlez
et du support que ces gens-là donnent. Et ça, quel que soit le lien familial ou... Quel que soit, c'est ça, que ce soit enfant, père, mère, oncle, alors quelqu'un qui, un aidant naturel qui prend en charge. On a élargi la définition d'aidant naturel et on a bonifié le crédit pour justement permettre de combler les donner 32 cents du kilomètre. Alors, ben, c'est ça. Est-ce que ça exclut pas l'autre, mais on a prévu quand même un support additionnel de 1 000 $ et il y a 80 000 personnes qui vont être touchées par cet apport de 43 millions de dollars qui est annoncé hier. Monsieur Brisson, Monsieur Audet va regarder ça, les 32 cents du kilomètre. OK? Merci. On espère qu'il va vous aider. Merci, monsieur. Monsieur Trudeau de Montréal. Bonjour, Monsieur Trudeau. Oui. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, ma question est pour Monsieur le ministre des Finances. Oui. À quand la construction des nouveaux HLM à Montréal? Ben, vous savez que nous avons... 26 000 logements. Vous avez annoncé, c'est ça. Nous avons annoncé beaucoup de nouveaux logements et ils sont en... Vous savez qu'on a même dépassé le nombre qui était déjà, même qu'on avait même promis. Ils vont être, et d'ailleurs, M. Saillant l'a dit, c'était même au-delà des objectifs qui s'étaient même fixés, cette organisation-là. On était donc au devant des coups. Le problème qui est souvent évoqué, et là, ça déborde ma responsabilité, on a un retard parfois dans les autorisations, dans la construction par rapport à tout ce qu'on peut faire. Nous, on a l'argent disponible. Les autorisations gouvernementales sont données, mais ça prend un peu de temps avant que ça se réalise sur le terrain. Combien de temps avant? Alors, parfois, il y a un retard, et c'est à ça qui fait référence, c'est que les HLM sont autorisés. En dépit de ça, on a réalisé plus que ce que promis, mais il y a toujours un délai, et c'est lié, évidemment, aux autorisations environnementales, aux autorisations locales, aux problèmes qui se posent sur le terrain. Il n'y a pas moyen d'accélérer ce genre de choses. Alors, écoutez, quand j'ai rencontré justement les groupes sociaux, particulièrement dans ce secteur-là, avant mon budget, on a eu une consultation là-dessus, et j'en ai parlé au maire de Montréal pour voir si on ne pourrait pas avoir justement ce qu'on appelle un fast track, c'est-à-dire d'avoir des autorisations plus rapides, justement, pour pouvoir mettre ça en place plus rapidement. Alors, il a dit qu'il était justement prêt à regarder ça. C'est quelque chose qu'on devrait voir avec la Ville de Montréal. Mais pour ce qui est de nous, l'argent est là et on est en avance par rapport aux promesses et les engagements qu'on avait pris. OK. Merci infiniment de votre appel, monsieur. Merci, monsieur Trudeau. C'est encourageant, ça, au moins, en tout cas. Oui. Un courriel de Philippe Boucher, de Montréal, qui dit « Le budget de M. Audet aura le mérite d'être un budget essentiellement fédéraliste. Aucune volonté là de revendiquer le déséquilibre fiscal à Ottawa. Bien, quand le fédéralisme est la priorité d'un gouvernement, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Ben, ça doit être un péquiste, ce monsieur-là. Oui, ben, tout à fait. Je pense que c'est plus que ça, c'est que finalement, il a oublié que le premier qui a travaillé très fort sur ce sujet-là, qui a dénoncé, n'est-ce pas, le problème du déséquilibre fiscal, quand il était à Ottawa, c'est même le premier ministre actuel, M. Charest. Ouais. Donc, je pense que le gouvernement actuel était très ferme là-dessus. L'année dernière, on a fait un bout de chemin, mais je signale tout simplement au monsieur que ce n'est pas, si l'objectif c'est de se séparer, on pense qu'on va régler le déséquilibre fiscal, on va peut-être se créer d'autres types de problèmes. Alors, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là, mais quand j'entendais mon collègue hier, François Legault, le critique, dire qu'on devrait monter les impôts au Québec, je ne pense pas que c'est la solution non plus que les Québécois veulent entendre non plus. Alors, je pense qu'il faut être là-dessus plus constructif et on veut corriger le déséquilibre fiscal, on va s'y attaquer. On a dit l'année prochaine qu'on voulait travailler sur le financement de l'enseignement postsecondaire, l'aide sociale et la péréquation. Marie-Claude de Montréal. Merci de votre courriel, monsieur. Marie-Claude de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, madame. Désolée, mon propos va peut-être venir contredire un peu ce que vient de dire monsieur le ministre. Mais moi, en fait, je m'interroge sur la pertinence de baisser les impôts. On dirait que le gouvernement libéral, comme dans d'autres gestes qu'il a posés, pense seulement à courte échéance et non à long terme. On sait que les baby-boomers s'en vont bientôt à la retraite. Donc, en baissant les impôts, ça veut dire qu'on se prive d'argent dans les coffres de l'État pour financer les services. Et ce qui risque de se produire, c'est qu'une minorité de plus jeunes, plus tard, vont devoir payer encore plus d'impôts pour une majorité de personnes plus âgées qui vont être hors du marché du travail. Donc, vous voudriez non seulement qu'on les baisse pas, mais qu'on continue d'augmenter les impôts? Si c'est pas les augmenter, au moins les laisser telles qu'elles sont. Ou sinon, parce que le Québec est encore la province la plus taxée du Canada, madame, c'est ça? Ça fait fuir des Québécois vers d'autres provinces, et il y a ce danger-là aussi. Mais en tout cas, monsieur... Oui, mais en même temps, on a une qualité de service comparativement ailleurs. Effectivement. C'est quand même excellent. Bon point. Alors, monsieur, c'est une bonne question, ça. C'est une question, et la question, c'est de savoir jusqu'où on peut aller dans, justement, l'écart du fardeau fiscal. Je pense qu'on a atteint la limite et vous savez qu'un des problèmes qu'on a, c'est que le fardeau fiscal, les gens qui paient de l'impôt au Québec actuellement, ils représentent environ 60% des contribuables. Il y en a 40% qui n'en payent pas, c'est clair, pour des raisons de revenus qui sont insuffisants. C'est clair que
Il faut se mettre dans la peau de ceux qui n'en payent pas. Pourquoi est-ce qu'on en paye? On n'augmente pas le fardeau de ceux qui en payent. Je pense qu'il y a un équilibre là-dedans à trouver. Il ne faut pas penser qu'on va pouvoir continuer de financer nos services en haussant les impôts. Je pense qu'il faut créer plus de richesses, faire en sorte qu'il y a plus de monde qui paie de l'impôt en augmentant leurs revenus. Et n'oublions pas que quand on baisse les impôts, on donne de l'oxygène aux gens qui dépensent plus et qui créent aussi qui a une influence sur l'économie. Alors, le Québec a le fardeau fiscal encore le plus élevé. Notre objectif, c'est de le ramener autant que possible à la moyenne, en tout cas de ne plus être la province la plus taxée. D'ici la fin de notre mandat, on veut y arriver. Et c'est pas par idéologie, comme vient de le dire M. Durivage, c'est que quand on veut attirer des talents, qu'on veut attirer des gens compétents, on ne veut pas leur dire en même temps, vous venez au Québec, mais vous allez être les plus taxés. Vous allez avoir des services. Mais ces gens-là, souvent, ils disent, ouais, mais moi, là, je ne réclame pas ces services-là. Alors, il faut être correct, il faut être compétitif. Non, mais notre objectif, ce n'est pas... parle de ceux qui s'en viennent. La population vieillit. Oui, on va être de moins en moins nombreux à travailler pour faire vivre. Puis je ne devrais plus parler parce que je commence à vieillir. On est dans cette catégorie-là. Et effectivement, ça, c'est un problème fondamental. Avec le vieillissement de la population, c'est évident qu'il va y avoir de moins en moins de monde pour payer. Vous avez raison. Alors, c'est pourquoi on l'a toujours dit. Il ne faut pas s'attendre à ce que le fardeau fiscal baisse au plus bas au niveau canadien. On veut juste viser la moyenne canadienne. C'est déjà un objectif très ambitieux. Merci, Marie-Claude, de votre appel. Réal Boucher de Saint-Jean-Baptiste. Bonjour, M. Boucher. Oui, bonjour. Oui. Je veux féliciter M. Audet pour son budget. Je crois qu'avec la marge de manœuvre que vous avez actuellement au gouvernement, vous avez fait tout ce qui était possible et au meilleur que vous pouviez. J'écoutais le professeur de l'UQAM la semaine dernière qui expliquait très clairement la manière que ça fonctionne au gouvernement, les revenus et les dépenses, et le budget de la santé qui prend beaucoup d'argent. En fin de compte, il ne reste pas grand-chose après l'éducation et la santé et le bien-être social. Pour la balance. Ben, c'est ça. Alors, je veux vous féliciter. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire et je ne crois pas que vous avez des leçons à prendre de M. Legault. Voilà. Ben, merci, M. Boucher, de votre appel. Merci infiniment, M. Boucher. Bien, bonjour. Voilà, merci. Si vous me permettez un court commentaire, merci de votre appel. Un court commentaire là-dessus, c'est que il faut, quand on veut mesurer l'importance de la priorité qu'on accorde à la santé, au cours des même pas l'année qui s'en vient, les 2 premières années, on a eu, pour l'ensemble du gouvernement, 2,9 milliards de marge de manœuvre sur 2 ans. On en a mis 2,1 dans la santé. Et 700 millions dans l'éducation. Ça veut dire qu'il n'en reste pas beaucoup pour le reste. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réaménagé des sommes, on a fait effectivement certaines compressions, dont justement de l'aide à l'entreprise, qui est importante, c'est vrai. On a pu réduire certaines aides à l'entreprise pour se donner une marge de manœuvre, mais ça, c'est pas une surprise. On avait dit qu'on le ferait dans le programme et on l'a réalisé. France Girard de Montréal. Bonjour, Mme Girard. Infirmière. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, lors de votre budget que j'ai écouté, mais je n'ai pas pu écouter toute la partie de votre budget, si vous avez attaqué le point de l'équité salariale. Alors, je sais qu'il y a eu un règlement en cours et je me demandais si vous en avez parlé ou si vous allez attaquer ça bientôt, l'équité salariale. Ben, la question est très pertinente. Oui, on en a parlé même, je pense, à 5 ou 6 fois dans le discours du budget. Vous savez que le gouvernement a dit qu'il n'y allait pas en appel sur le jugement qui a été rendu sur l'équité salariale. Donc, nous donnerons suite à ce jugement. Cependant, la négociation doit se poursuivre avec les syndicats quant au partage de l'assiette que ça peut représenter. Et ça, c'est loin d'être réglé. Et ça, c'est loin d'être réglé. Puis c'est complexe. Les syndicats s'en plaignent beaucoup, là. Mais c'est complexe pour les syndicats, c'est complexe aussi pour le gouvernement. Vous comprendrez qu'on ne peut pas dire que tout le monde a droit à l'équité salariale. Sans ça, c'est plus d'équité salariale. Alors, il y a des groupes, et notamment les infirmières, et vous êtes dans cette catégorie-là, qui sont particulièrement visés par ça. Et ça, il y a des réserves qu'on a mis dans notre budget de cette année et de l'an prochain pour pourvoir à ce règlement-là. Donc, quand il y aura un règlement qui sera négocié, nous pourrons faire les transferts appropriés et ça aura pour effet d'ailleurs d'augmenter à ce moment-là le niveau du budget du ministère des Affaires sociales qui est à qui a eu une augmentation de 826 millions, mais sans tenir compte de ces transferts. Donc, c'est très important. Merci de votre appel, Mme Girard. Un courriel de Roland de Lévis qui dit « La dette du Québec augmente en moyenne de 6 milliards annuellement. » Bien là, c'est 2,8 milliards là, plutôt cette année. Quelle est la différence entre les emprunts et un déficit? Et en pourcentage de la dette, qui sont les principaux bailleurs de fonds du Québec?
Alors écoutez, assez rapidement, la dette a augmenté de 2,8 milliards. C'est essentiellement pour des emprunts qu'on a faits pour des immobilisations. On n'emprunte pas, on n'empruntera pas pour financer l'épicerie, c'est très clair. Ni même, comme ça a été fait dans le passé, avant qu'on arrive, on empruntait pour donner de l'argent à des sociétés d'État qui étaient perdues. On ne le fait plus. On ne fait que pour les immobilisations. À terme, on veut réduire la part de la dette par rapport à notre richesse collective. Et donc, c'est très important relativement de la diminuer. On est actuellement à 44. On veut la ramener à 40 du PIB. Donc, on est parti, on a déjà été jusqu'à 52. Vous savez, donc, on a quand même un progrès. À qui est-ce qu'on doit de l'argent? Principalement aux Québécois et aux Canadiens, parce que la dette libellée en dollars canadiens est la plus importante. Mais il y en a aussi sur les marchés internationaux, les marchés européens, les marchés américains. Mais la principale de la dette, c'est vous, les contribuables, qui détenez les obligations du Québec. OK. Il reste peu de temps. On a un courriel. Oui, un courriel de Marjorie Champagne de Québec qui dit « Le désengagement de l'État en culture est dangereux. Vous affirmez clairement et sans cachette que l'objectif premier est d'accroître les investissements privés en culture. L'État investit moins. Monsieur Audet, sommes-nous revenus à l'ère du mécénat? » Il reste une minute. Écoutez, je pense que je suis content que cette question-là ait été soulevée. Au contraire, on a ajouté beaucoup d'argent en culture, puis on va continuer de le faire. C'est très important. Ce qui est ouvert là-dedans, c'est un programme qu'on appelle placement culture. Pourquoi? Parce que vous savez que la tradition dans nos milieux anglophones, particulièrement au Canada anglais, c'est davantage d'utiliser le secteur privé pour donner un coup de main au financement de la culture. Le programme Placement Culture, que ma collègue Lynn Beauchamp veut mettre sur pied, précisément, va permettre d'apporter plus d'argent au domaine de la culture, d'argent privé, mais que nous, au gouvernement, on va, en quelque sorte, accompagner d'une somme équivalente. Donc, on va faire un matching qui va permettre d'amener le secteur privé davantage à financer la culture. Tout le monde va y gagner. Bon, ben voilà, ça répond à votre question. Merci beaucoup de vos appels, merci de vos courriels. Merci, M. le ministre, d'avoir été là. C'est très gentil à vous. C'était très heureux. Il y aurait eu beaucoup d'autres questions, je suis sûr, beaucoup d'autres commentaires aussi. Mais voilà. Alors, merci de votre attention. C'est déjà vendredi, alors on se retrouve lundi. Bonne fin de semaine, tout le monde. Merci encore, M. Audet. Merci de vos appels, vos courriels. À lundi, 11h30. Bye-bye. Ici Albert Lavaude, pendant le sol printanier, il y a de quoi aimer. Hyundai Trois-Rivières vous offre un taux de 0% sur ces magnifiques Elantra, Sonata et Tiburon. Chez Hyundai Trois-Rivières, on va de l'avant. Plus que des conseillers, des électorale, sauf que celle-ci, c'est plus une campagne anti-électorale pour finalement convaincre les gens qu'il ne faut pas tout de suite se retrouver en élection. Et donc, ce qu'il veut faire, c'est toujours marteler le même message partout. Il faut attendre le fameux rapport de la commission Gomery. Donc, ne précipitons rien. Et c'est le message qu'il a encore propagé ce matin à la sortie d'une école qu'il visitait dans la région d'Ottawa, une école primaire où il vantait en fait les mérites de la protection de l'environnement ce jour de la Terre. En tout cas, s'il essaye de convaincre les Canadiens qu'il faut attendre les élections après le rapport de la commission Gomery, là, ça nous reporte en janvier-février. Alors, ce que ça veut dire qu'on va avoir une campagne électorale qui va durer 10 mois, la question se pose. En tout cas, on a posé la question à M. Martin à savoir s'il était satisfait de sa prestation hier et s'il trouvait que ça avait été utile. Voici sa réponse. Moi, je pense qu'on ne fait jamais une erreur en parlant aux Canadiens, aux Canadiennes. On ne fait jamais une erreur en disant qu'on est imputable, puis on ne fait jamais une erreur vraiment en parlant de l'équité et de la façon que tout doit s'évoluer. D'autre part, Frédéric Paul Martin a l'intention de s'adresser aux tribunaux si Jean Chrétien obtient l'interruption des travaux de la commission Gomery? C'est ce qu'il s'est engagé à faire, en tout cas, parce qu'à partir du 7 juin, les avocats de Jean Chrétien vont développer leurs arguments, tentant à prouver que M. Gomery est biaisé dans cette affaire par rapport à M. Chrétien. Et donc, si jamais ça devait arriver, ça veut dire qu'il faudrait carrément tout recommencer à zéro avec un nouveau juge. Alors, ce serait une autre épine dans le pied de Paul Martin qui veut, en tout cas, si jamais ça se rend jusque-là, il irait se battre devant les tribunaux pour que la fameuse commission puisse
continuer son travail et donc produire le fameux rapport. Merci Frédéric. Bonne journée. Hugues, dites-moi, qu'est-ce que les premiers sondages disent de ce discours de Paul Martin? Hier, a-t-il convaincu les Canadiens? Selon un sondage Léger Marketing réalisé hier soir, bien, les Québécois ne croient pas Paul Martin, mais ils ne veulent pas d'élection pour autant. Voyons les données du sondage en détail. Donc, à la question, croyez-vous Paul Martin lorsqu'il s'engage à faire le ménage à l'intérieur du Parti libéral du Canada? 34 des gens répondent oui et 53 des gens répondent non. Autre donnée, donc, sur le moment des élections, il y a 33 des répondants qui veulent des élections maintenant, 51 veulent attendre 30 jours après le dépôt du rapport de la Commission Montgomery, comme le demande Paul Martin, et il y a 16 des répondants qui ne veulent pas d'élection. On a fait, nous aussi, notre petit sondage ce matin, qui est beaucoup moins scientifique. On a demandé aux gens à quel moment ils voulaient des élections. Voici leur réponse. Je crois à Paul Martin. Oui? Oui, comparativement aux autres, je pense qu'il est quand même crédible malgré tout. Je pense qu'il va réussir. Mais vous pensez quand même que ça prend des élections maintenant? Oui, absolument. De toute façon, même ce qu'il attendrait, ça ne changera pas grand-chose. Bon, on va attendre le résultat de la Commission Montgomery. Comme ça, on aurait tout l'éclairage nécessaire à faire un bon choix et surtout savoir qui a vraiment profité de l'argent de commandite. Paul Martin, moi, je m'en débarrasserai tout de suite, il n'y a pas de problème. Pour moi, maintenant ou plus tard, ça ne changera pas grand-chose. Je dirais comme madame, je pense que le plus tôt qu'il va partir, le mieux ça va être. Personnellement, moi, je donne pas de chance parce que vraiment, on s'est fait avoir toute la gang. Toute la gang, puis on pensait pas ça. Bon, vous le voyez, la majorité des gens qu'on a rencontrés ce matin ont une opinion très tranchée sur cette question-là, mais très peu d'entre eux nous ont confié avoir regardé le discours à la nation de Paul Martin hier soir. Merci beaucoup, Hugues. Jean Charest, lui, s'est rendu dans son comté ce matin où il a défendu son budget auprès des gens d'affaires de Sherbrooke. Le premier ministre, qui a d'abord été accueilli par des manifestants, a reconnu que son gouvernement n'avait pas les moyens de tenir sa promesse de réduire les impôts des contribuables d'1 milliard de dollars par année. Donc, loin du milliard par an, les réductions seront d'environ 81 millions l'an prochain. L'objectif de Jean Charest est maintenant de rejoindre le fardeau fiscal moyen des autres Canadiens. Sur la scène judiciaire, l'entraîneur de patinage de vitesse, André Guillemette, est condamné à 8 mois de prison pour s'être livré à des attouchements sexuels sur 2 adolescentes et pendant plus de 2 ans. Isabelle, les victimes étaient des athlètes d'élite qu'il promettait de mener aux Jeux olympiques. Oui, et c'est sans doute le facteur qui a pesé le plus lourd dans la balance, c'est-à-dire le fait qu'il était en situation d'autorité. André Guillemette, c'est un policier à la retraite qui avait conquis la confiance des athlètes et de leurs parents, beaucoup grâce au succès de son fils Jonathan Guillemette, qui est un double médaillé olympique à Salt Lake City. Alors, ces médailles olympiques lui avaient procuré beaucoup de prestige à M. Guillemette. Il était l'entraîneur de son fils et il est aussi devenu l'entraîneur personnel de plusieurs athlètes, dont les 2 victimes. Et entre 2001 et 2003, il s'est occupé de ces jeunes filles, leur a fait des programmes d'entraînement, mais aussi des séances de massage qui sont devenues à connotation sexuelle. Et quand les jeunes filles protestaient, eh bien, il menaçait de les abandonner. Et le juge Boisvert a souligné la contrainte psychologique et surtout la manipulation très, très grande qui a été exercée sur ces jeunes filles. Je vous laisse écouter une des 2 victimes qui était là ce matin. Moi, je me sentais dans une situation lose-lose. Je pouvais, si je le dénonçais puis je le perdais, ma carrière était finie, mon rêve était fini. Puis si je restais avec lui, ben c'était pire en pire. Fait que il y avait une réelle emprise sur moi, oui. Isabelle, Guillemette continue de nier sa responsabilité dans toute cette affaire-là et c'est ce qui a incité d'ailleurs le juge à imposer une peine de prison ferme. Oui, parce que vous savez, dans les cas d'attouchement sexuel, les tribunaux souvent accordent la prison avec sursis, c'est-à-dire la prison qu'on purge à la maison. Là. Mais dans ce cas-ci, il y avait beaucoup de facteurs aggravants. Il minimise sa responsabilité. Il y a une absence totale d'empathie pour les victimes. Il dit même que les victimes souhaitaient littéralement les attouchements sexuels. Alors, le juge lui a imposé 8 mois de prison. Il lui a interdit à sa sortie de prison pendant 3 ans d'être l'entraîneur auprès d'adolescentes féminines et d'assister à des compétitions où participeraient les 2 victimes en question. Merci Isabelle. Au revoir. Et pendant ce temps, à Gatineau, la naturothérapeute Louise Lortie est reconnue coupable de négligence criminelle ayant causé la mort de sa patiente, Lisanne Manceau, en 1994. Michel Denis, elle avait conseillé à la mère de l'adolescente de cesser ses injections d'insuline. Oui, et selon le juge, M. Beaulieu, c'est ça. C'est cette pratique de médecine illégale-là qui a causé la mort de la jeune Lisanne Manceau. Donc, pendant 3 jours, sous surveillance de Mme Lortie, cette petite fille âgée d'11 ans à l'époque est sous la surveillance de Louise Lortie et à la suite de conseils de Louise Lortie, cette petite fille a cessé ses piqûres, de prendre ses piqûres d'insuline. Mme Lortie avait conseillé de substituer cela
par une concoction, un mélange de jus de betterave et de sucre avec des invocations à une entité céleste nommée Michael. Alors, Michael veillait sur tout le processus, selon Mme Lortie. Mme Lortie aussi employait un pendule pour voir à la bonne santé, supposément voir à la bonne santé de cette fillette dont l'état s'aggravait de jour en jour. Finalement, la mère, devant toute cette situation-là, voulait intervenir, voulait appeler les ambulanciers. Louise Lortie se refusait. Et pour cela, le juge a dit que Mme Lortie a pratiqué du charlatanisme et au niveau de sa peine, elle n'est pas détenue. Les représentations sur sentence auront lieu ici, à Gatineau, au mois d'octobre. Il y a aussi le chef d'homicide involontaire pour lequel elle est reconnue coupable. Et ça, c'est passible d'un emprisonnement à vie. Merci beaucoup, Michel Denis. Au plaisir. Une autre opération contre les gangs de rue se déroule aujourd'hui à Montréal. Alexandre, les policiers avaient promis de lutter contre ces gangs de rue qui font régner la terreur. C'est ce qu'ils font, effectivement. Oui, et bien qu'on réussisse difficilement parfois à percer le mystère du secret policier, c'est une autre opération, en fait, qui se déroule cette fois, Pascal, dans le sud-ouest de Montréal, c'est-à-dire Ville-la-Salle, Verdun, une partie tout au moins de Verdun, et la Chine aussi. Il y a, au moment où je vous parle, dans cette opération lancée aux petites heures du matin par les policiers du Centre opérationnel ouest de la police de Montréal, il y a à l'heure actuelle 6-7 arrestations qui ont été réalisées et il y en aurait d'autres à venir au cours de la journée et ces gens-là vont être interrogés là dans les heures qui viennent probablement très intensivement pour faire la lumière sur une foule de crimes qu'on pourrait leur imputer, leur reprocher dans cet arrondissement du sud-ouest. Trafic de stupéfiants, ça va de soi, peut-être également des choses reliées au milieu de la prostitution de rue et aussi à des introductions par effraction et des menaces. Bref, c'est un deuxième cran que l'on met en termes de pression contre les bandes de rue du sud-ouest et c'est au total depuis peut-être un mois la 4e opération d'envergure. Merci Alexandre. Au revoir. Les mœurs sont en train de changer à l'hôpital psychiatrique Robert Giffard de Québec. L'hôpital va autoriser les relations sexuelles entre patients. Nicole Germain nous en parle. Toilettes, par exemple, étaient des endroits privilégiés. Difficile de vivre sa sexualité dans un hôpital psychiatrique lorsque vous devez partager votre chambre avec une ou même parfois 6 autres personnes. C'est le cas à Robert Giffard. Dans certains dortoirs, un simple rideau sépare les lits. Certains usagers souffraient de ne pas pouvoir exprimer leur sexualité dans leur chambre. Sur certaines unités, ce n'était pas permis. Donc, les usagers trouvaient d'autres endroits. En cachette, les toilettes, par exemple, étaient des endroits privilégiés. Alors, il arrivait que les agents de sécurité pouvaient trouver des usagers, mettons, dans les toilettes, en train d'avoir une relation sexuelle. Alors, ce n'étaient pas des conditions qui favorisaient la dignité de l'usager. Le non-respect des droits à l'intimité des usagers a d'ailleurs fait l'objet d'une critique de la part du curateur public et a été souligné dans un rapport sur le phénomène de la violence à Robert Giffard en 1996. Pour corriger cela, l'institution vient d'adopter une politique visant à permettre aux usagers d'exprimer leur sexualité. Maintenant, c'est vu comme quelque chose de positif, l'expression de la sexualité des usagers, comme l'expression d'un droit fondamental, et ce sera autorisé dans des conditions meilleures. Cela veut dire que le couple pourra utiliser soit leur chambre ou une chambre désignée lorsqu'ils vivent dans un dortoir, mais toujours sous la supervision du personnel. L'usager devra avoir son lieu d'intimité dans sa chambre, sur l'unité, de façon à ce que les intervenants puissent avoir un œil sur ce qui se passe et vérifier les indicateurs d'incapacité et intervenir s'il y a lieu, s'il n'y a pas consentement mutuel, si c'est fait moyennant rétribution, s'il y a du marchandage, si l'usager est délirant, s'il est sous l'effet de la drogue ou de l'alcool, alors les intervenants vont réagir. Aussi, s'il y a violence ou abus, l'usager se verra refuser l'accès à une chambre, une politique qui va bouleverser la culture de l'institution. Pour que le projet soit réaliste, on devra faire certaines modifications physiques. On est en train d'élaborer avec l'agence un projet qui ferait en sorte qu'il n'y aurait plus à Robert Giffard dans 5-6 ans d'usagers qui restent dans plus que des chambres à 2. Actuellement, il y a des usagers, il y a certains dortoirs où les gens sont à 6-7. C'est pas acceptable. Nicole Germain, Radio-Canada, Québec. Plusieurs tornades ont balayé le Kansas hier dans le Midwest américain. Quelques maisons et plusieurs bâtiments de ferme ont été endommagés, mais personne n'a été blessé. L'aéroport international de Kansas City a été évacué pendant une quarantaine de minutes.
Une suspension de 6 mois est imposée à une star du soccer pour avoir craché sur un arbitre. Bon midi, mesdames, messieurs. D'abord, une opération policière est en cours actuellement à Bécancour, secteur Précieux-Sang. On procède au démantèlement d'une serre hydroponique. La Sûreté du Québec est sur place. Plus de détails vous seront livrés au téléjournal de 17h57. Maintenant, au palais de justice de Trois-Rivières, la Couronne réclame une peine d'emprisonnement ferme de 15 mois pour André Van Goten. Au mois de février, l'homme avait reconnu sa culpabilité en rapport avec une affaire de pornographie juvénile sur Internet. Les enquêteurs avaient trouvé dans son ordinateur pas moins de 44 000 photos et 106 films impliquant des personnes mineures. Ce matin, des extraits de ce matériel saisi par la police a été présenté à la Cour. L'avocat de Van Goten dit qu'une peine dans la collectivité serait suffisante. Le juge va rendre sa sentence au mois de juin. Une dame de Trois-Rivières, aujourd'hui âgée de 63 ans, poursuit 2 de ses frères pour des agressions sexuelles qui auraient été commises il y a plus de 50 ans. Dans sa requête déposée en Cour supérieure, Denise Saint-Aubin dit qu'elle a été victime d'agressions sexuelles de façon répétée et à tour de rôle, et ce presque à tous les jours pendant 4 ans. La dame poursuit ses 2 frères au civil en dommages et intérêts pour une somme de 150 000 $. Au centre hospitalier régional de Trois-Rivières, la pression a beaucoup baissé dans la salle d'attente de l'urgence ce matin qui était pratiquement déserte. Mais ça ne veut pas dire que tout va mieux puisque 61 personnes, 61 malades sont sur des civières, des gens qui attendent d'être hospitalisés. C'est bien plus que la limite autorisée normalement qui est de 35. La direction de l'hôpital régional a décidé d'annuler certaines chirurgies mineures pour tenter d'améliorer la situation. Ce genre de débordement, il faut le dire, n'est pas très fréquent à cette période-ci de l'année. Ça survient habituellement en hiver. On en reparle à 17h57. Bonne journée. Ce bulletin de nouvelles vous est présenté par Lise Girardot, votre agent immobilier de confiance. Sortie week-end, une présentation de la boîte à coupe. Samedi, au Centre des Arts de Shawinigan, il y a le spectacle de Gilles Latulippe. Au Manoir de Bécancour, on vous présente les quatuors Quartango qui sont en concert. Dimanche, il y a le marcheton de la sclérose en plaques. C'est Marche de l'Espoir 2005. Alors, les espadrilles ont rendez-vous au Pavillon des Humanités. Et je termine en vous parlant de la 27e édition de la Coupe d'art qui se déroule en fin de semaine. Sortie week-end, une présentation de la boîte à coupe. C'est le bon temps pour acheter chez Hyundai Shawinigan. Imaginez, Hyundai Shawinigan vous offre la sensationnelle Accent 2005, 3 portes, sans intérêt pendant 72 mois. Wow! Mieux encore, obtenez également 0% d'intérêt pendant 72 mois ou 4 000 $ de rabais à l'achat de la spacieuse Sonata. Le prix, c'est une chose, mais attendez de voir le service. Besoin d'un nouveau véhicule? Craché sur un arbitre. Le reportage de France 2. Fabien Barthez n'a pas mis le nez au balcon ce matin sous le crachin de la Baule. C'est dans cet hôtel de la côte atlantique où l'OM est réuni que le gardien marseillais a appris sa sanction. 3 mois de suspension ferme et 3 avec sursis. Une décision clémente. Ceux qui l'ont croisé tout à l'heure confirment qu'il n'est pas mécontent. J'ai trouvé très souriant et très décontracté. Je pense qu'il doit être satisfait de cette sanction. Hier soir, après 2h30 d'audition, Fabien Barthez ne laissait rien transparaître sur la teneur des débats. Les juges de la fédération se sont laissés une nuit de réflexion avant de trancher ce matin. Pour eux, semble-t-il, s'il y a bien eu crachat de Barthez sur M. El Hachiri le 12 février, le visage de l'arbitre n'a pas été touché. Le règlement prévoit pourtant 6 mois de suspension ferme. La décision ne plaît pas à tout le monde. Je me fais du souci parce qu'à une époque où on parle de violence, qu'il faut protéger les arbitres, qu'il faut arrêter toutes ces incivilités que l'on voit sur les terrains de football notamment, ce genre de décision ne va pas dans le bon sens. Mais la commission a surtout tenu compte du climat détestable dans lequel s'est déroulée la rencontre, paraît-il amicale. Une vraie bataille de chiffonniers entre les Rouges de Casablanca et les Bleus de Marseille. Coups de pied et gifles volaient bas ce soir-là. Et cela a visiblement suffi pour offrir des circonstances atténuantes aux gardiens des Bleus. Avec 3 mois de suspension ferme, Barthez pourra reprendre le championnat fin juillet et surtout disputer les qualifications pour la Coupe du Monde 2006 avec la sélection. Après un dernier match, demain à Nantes, Barthez sera en vacances, pas encore à la retraite. Le plus gros procès contre Al-Qaïda en Europe s'est ouvert ce matin à Madrid sous très haute surveillance. 24 hommes sont accusés d'avoir créé une cellule terroriste en territoire espagnol.
3 d'entre eux sont accusés d'avoir collaboré aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Le procureur veut réclamer des peines de plus de 60 000 ans de prison pour chacun. Parmi les mesures de sécurité, il y a un dispositif de brouillage électronique pour déjouer toute activation de bombes à distance. Sur les marchés, Chouane, les affaires vont plutôt mal pour Bombardier Récréatif. Oui, l'entreprise privée a doublé sa perte nette à son dernier trimestre en raison de frais de restructuration qui incluent bien sûr la suppression de 400 emplois à son usine de Valcourt. Ça avait été annoncé en novembre dernier. De plus, le report de la production et de la livraison de motomarines, la baisse des ventes de moteurs pour motocyclettes et la vigueur du dollar canadien ont fait chuter ses revenus de 13 %. Et sur les marchés, c'est en recul à New York au lendemain de gains extraordinaires. Le Dow Jones perd près d'une quarantaine de points et le Nasdaq une vingtaine de points. Par contre, à Toronto, le TSX fait du surplace, se replie de 3 points. Pascal. Merci. Au revoir. L'ancien maire de Saint-Laurent, Bernard Paquet, est mort hier. Il n'a pas survécu à une longue intervention chirurgicale de 10 heures. Les médecins l'opéraient pour une bactérie au cœur. Bernard Paquet a été maire de Saint-Laurent entre 1990 et 2001. Il avait 72 ans. Une première réussie malgré une panne pour le Cirque du Soleil. C'est le bon temps pour acheter chez Hyundai Shawinigan. Imaginez, Hyundai Shawinigan vous offre la sensationnelle Accent 2005, 3 portes, sans intérêt pendant 72 mois. Wow! Mieux encore, obtenez également 0% d'intérêt pendant 72 mois ou 4 000 $ de rabais à l'achat de la spacieuse Sonata. Le prix, c'est une chose, mais attendez de voir le service. Besoin d'un nouveau véhicule? Pensez Hyundai Shawinigan. Le restaurant Le Riverain vous invite à passer à table. Le matin, Le Riverain vous propose un déjeuner copieux, des fruits en abondance, de la couleur et plein de saveurs pour satisfaire les plus gourmets. Restaurant Le Riverain, boulevard Sainte-Madeleine, secteur 4 de la Madeleine. Dès le 2 mai, ça goûte bon, ça sent bon, puis c'est beau aussi. Puis il y a des gens extraordinaires qu'on va prendre le temps de connaître, avec qui on va partager tous vos matins. Des kiwis et des hommes, en semaine 9h dès le... Guy Laliberté a l'habitude des soirées de première. Cette fois, c'était chez lui, avec des vedettes d'ici. Tout ce beau monde avait rendez-vous sous le chapiteau pour une procession dans l'imaginaire et le rêve. Cortéo, c'est comme retrouver son cœur d'enfant. Le très humaniste metteur en scène Daniele Finzi Pasca a créé des tableaux qu'on croirait sortis de nos livres de contes, avec ses géants et ses lilliputiens. Ce spectacle est un poème, ce qui décuple la force des numéros acrobatiques. Les jeunes jongleurs sont prodigieux. L'équipe de trapézistes qui se balance à bout de bras sous nos yeux nous coupe le souffle. Le numéro final défie littéralement la mort. Après tout, n'est-ce pas le thème de ce cortéo? La musique de Philippe Leduc est superbe. Les éclairages, les costumes, les décors et les accessoires réinventent encore le Cirque du Soleil. Une réinvention plus humaine que K, plus ancrée dans la tradition. Oh, écoute, c'est la magie pure. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment réussi. Magnifique. Ça rejoint mon âme. Je trouve ça éblouissant. Ce côté baroque, ce côté italien, ce félinien, c'est le cirque. Cortéo a du cœur et de l'âme, et c'est pour ça qu'en fin de parcours, on est aux anges. Claude, parlons de la musique qui, bien sûr, une fois de plus, occupe une grande place dans ce spectacle, et c'est l'œuvre de Philippe Leduc. Oui, c'est un compositeur que nos téléspectateurs connaissent sans vraiment le savoir. Pour le cirque, par exemple, c'est un nouveau venu. Le cirque aime ça, aller chercher des créateurs à l'extérieur. D'ailleurs, il n'est pas seul, Philippe Leduc. Pour Cortéo, il y a une autre compositrice. Il s'agit de Maria Bonzanigo, une vieille complice du théâtre Sunil, du metteur en scène Daniele Finzi Pasca. Pour revenir à Philippe Leduc, eh bien, son défi, c'était de
de succéder à des gens comme René Dupéré, à Benoît Jutras et à Violaine Corradi. Donc, maintenir la tradition, mais en la réinventant. Philippe Leduc s'est joint au cortège du Cirque du Soleil il y a seulement 4 mois. Dans son studio, très bien équipé, il a pu mettre à profit l'efficacité acquise à travailler pour la télévision et le cinéma. Effectivement, la télévision, la publicité, le cinéma, tout est pour lundi dernier sans faute. L'indicatif de zone libre, c'est lui. Celui de découverte aussi. Au cinéma, il a signé plusieurs adaptations françaises de films de Disney. Il y aura toujours des gens plus intelligents, plus savants que moi. C'est probablement sa symphonie Les Ailes du Feu, enregistrée à Prague, qui a le mieux préparé le Duc à Cortéo, un spectacle traversé d'influences très européennes. C'était intéressant au niveau de la fusion. Et une fusion qui nous amène avec un style parfois très actuel, autrement médiéval, des fois très nostalgique, très années 20, très années 30. Dans ce spectacle-là, on cherchait pratiquement une intimité à créer entre le personnage et l'auditeur. Et ça se fait pas avec des masses orchestrales. Magnifique. Pascal, oui. Bon, ben nous, il va falloir qu'on se fasse à l'idée. La fin de semaine va être mouillée. Oui, surtout samedi. Dimanche, il y aura moins de précipitations, mais ce ne sera pas agréable. Alors demain, ce sera vraiment de la pluie soutenue. On va y aller avec l'image satellite pour voir d'où provient ce système perturbé. Comme vous le voyez, ça vient du sud des États-Unis. Ça continue de s'amplifier. Il y a de l'activité orageuse là-dedans, assez sérieuse. Le survol de la situation, justement, va nous transporter vers le sud des États-Unis. Et comme vous le voyez, ça brasse là-dedans. Donc, il y a des averses, des orages sur les Appalaches. Tout ça, donc, s'étale jusque vers le bassin des Grands Lacs, partie sud. Par conséquent, les précipitations sont attendues de cet après-midi vers la pointe sud de l'Ontario. Ça devrait débuter en fin de journée ou ce soir vers Toronto. Et ça s'amènera vers le sud du Québec durant la nuit. Et ça va tomber dru demain. Prévision des nuages pour ce début d'après-midi et jusqu'à dimanche matin. Bien, comme on le voit, la perturbation est en route. Et ce système-là, donc, va contrôler la météo toute la fin de semaine durant. Les précipitations seront moins organisées dimanche. Il y en aura de moins en moins aussi lundi. Alors, voici les prévisions. Province de l'Atlantique, beau aujourd'hui, rien à dire. Venteux pour demain, ennuagement, suivi d'averses dispersées en fin de journée ou en après-midi. Et de la pluie sur le nord du Nouveau-Brunswick demain dès l'après-midi. Est québécois, plutôt beau pour l'instant. Nuages et éclaircies du côté de Sept-Îles, venteux aux îles de la Madeleine. Demain, ennuagement avec la pluie qui commence en après-midi, fin d'après-midi, en soirée sur Sept-Îles. Sur le Bas-Saint-Laurent, la pluie va commencer demain en mi-journée ou en début d'après-midi. Et les vents seront donc assez forts demain vers la soirée. Centre du Québec, généralement beau aujourd'hui. Demain, de la pluie parfois forte qui va commencer le matin. Ce sera à partir de la mi-journée ou de l'après-midi sur le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Et les vents seront forts demain, 30 à 60 km/h en pointe. Sur le sud-ouest du Québec, alors aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Soleil et passage nuageux. Pour demain, de la pluie parfois forte, des coups de vent de 30 à 50 km/h et de 20 à 40 mm de pluie demain. Pour dimanche, les précipitations seront plus dispersées, il y aura risque d'orage et les températures vont remonter pas mal. Ouest-nord-ouest du Québec, alors mélange soleil-nuage au Témiscamingue, plus de nuages sur la BTB. Demain, de la pluie sur le Témiscamingue, ça va commencer en neige le matin. Sur la BTB, ce sera un mélange de pluie et de neige à partir de l'après-midi, il y aura du vent. En Ontario, la pluie commence en fin de journée vers Toronto. Ce sera dès cet après-midi sur Windsor. C'est froid et pas tout désagréable sur Hearst avec un petit peu de neige. Demain, de la pluie sur le sud jusqu'à vers Sudbury. Ce sera mélangé avec la neige. Et sur l'ouest, plutôt beau temps. Vers Edmonton, cependant, il y a ennuagement avec possibilité d'averses et d'orage à partir de ce soir seulement. Voilà. Merci Pascal. Bonne fin de semaine. Au revoir à lundi. Au revoir. À quelques semaines de la sortie du nouveau film, des milliers d'amateurs de Star Wars se rendent à Indianapolis où a lieu le 3e congrès dédié à ce film culte. Arborant les costumes de leurs personnages préférés, ils participeront pendant 4 jours au seul événement du genre approuvé par la compagnie Lucasfilm aux États-Unis. Et le clou de la fin de semaine, ce sera la visite du créateur de Star Wars, George Lucas. Voilà, là-dessus, on se quitte. À ceux qui s'en vont pour la fin de semaine, passez une très belle fin de semaine.
François Paradis, vous nous parlez ce soir, aujourd'hui, de la performance de Paul Martin hier soir. Parce que vous en avez beaucoup parlé, Pierre et Richard, évidemment, avec des invités, ceux que vous aviez, on en aura d'autres, mais on vous demandera à la maison, surtout à vous, comment analysez-vous cette performance? Est-ce que ça a été une performance, cette adresse à la nation? Est-ce que c'était justifié? Au bout du compte, faites-vous encore confiance à Paul Martin? Il s'agit d'un gâchis injustifiable et je vais le nettoyer. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'il vous a saisi? Est-ce que vous avez fermé au terme de l'exercice? Est-ce que vous avez suivi ça? Puis à un moment donné, vous avez dit après l'exercice, ça y est, il a marqué des points. Tous ont écrit là-dessus. Martin perd son pari. Ça, on vous parlera de sondage en cours d'émission également, parce que les propos n'étaient pas complétés. Déjà, on était à communiquer avec vous par le biais des maisons de sondage, des jeux marketing, pour vous demander ce que vous en pensiez. Martin veut du temps. Êtes-vous prêt à lui donner le temps qu'il réclame? Il y en a qui disaient, matin, il y en a eu assez. Martin demande une autre chance. Il promet des élections 30 jours après le rapport Gomery. Les voudriez-vous tout de suite ou 30 jours après Gomery? Faites le calcul, ça nous mène où? C'est-tu plausible? Ça a-tu de l'allure? 30 jours après Gomery, 15 décembre, dépôt du rapport, le 30 jours, les élections, 45 jours, on vote, tempête de neige, ça sort pas, ça se peut-tu? Des libéraux appréhendent une cuisante défaite électorale. Le Soleil dit un gâchis. Martin lance un appel à la patience. A-t-il marqué des points ou pas? La question que je vous pose aujourd'hui, parce que je veux votre analyse. À travers des invités qu'on aura, mais surtout, beaucoup d'appels, beaucoup de courriels. Et une analyse également visuelle de ce qui s'est passé. Avec un de mes invités, on va arrêter sur l'image s'il faut, histoire de voir si au niveau du visage, ou je sais pas, au niveau des sourcils, des mains, de la gestuelle, bien que c'est assez limité à ce niveau-là, les propos étaient égaux à ce qui se dégageait avec le fameux non-verbal. On va la faire, l'analyse ensemble. Mais vos propos, vos commentaires, vos courriels, j'en ai déjà beaucoup, et je vais beaucoup vous parler aussi. Mais celui que je rejoins au départ, pour vous dire, puis pour lui dire également, alors je vous présente tout de suite Michel Bastien.